Vous savez, à 73 ans, je croyais comprendre ce que signifiait l'invisibilité. J'avais vu des amis devenir des ombres dans leur propre famille, entendu des conversations chuchotées sur que faire avec maman. Mais je n'aurais jamais imaginé que cela m'arriverait, pas après tout ce que j'avais donné, tout ce que j'avais construit de mes deux mains et de mon cœur obstiné. Laissez-moi vous raconter la fête des mères qui a tout changé. C'était un dimanche matin de mai, le genre de matin qui vous fait croire que le printemps pourrait bien rester cette fois-ci. J'étais dans ma cuisine, la même cuisine où j'avais préparé des milliers de repas, préparé d'innombrables boîtes à lunch et tenu mes enfants dans mes bras malgré leurs larmes, en train de préparer du café comme je le faisais toujours. Une tasse, noire, sans sucre. Simple, comme la plupart des choses dans ma vie étaient devenues. La maison semblait différente ce matin-là. Vide, mais pas comme on l'imagine. C'était le genre de vide qui survient quand on réalise qu'on vit seul depuis des années, même quand il y avait encore des gens. Mon fils Pierre devait venir me rendre visite. Il avait appelé la veille avec ce ton, vous savez, celui-là poli mais distrait, celui qu'on utilise quand on coche quelque chose sur une liste. Je passe demain matin, maman. Il faut qu'on parle de certaines choses. De certaines choses? À mon âge, certaines choses signifient généralement que des décisions sont prises pour vous, pas avec vous. J'étais assise à ma table de cuisine, la même où Pierre avait fait ses devoirs, où ma fille Camille avait annoncé ses fiançailles avant de déménager à Lyon et de devenir une voix au téléphone 2 fois par mois. La lumière du matin filtrait à travers les vitres que je nettoyais chaque semaine depuis 47 ans, illuminant des grains de poussière qui dansaient comme de minuscules esprits. C'est alors que j'ai entendu la voiture dans l'allée. Pierre est entré comme d'habitude maintenant, cliquetis de clés, bourdonnement de téléphone, cette énergie précipitée de quelqu'un qui avait quelque chose de plus important à faire. Il avait 51 ans, mon aîné, le bébé que j'avais porté pendant que son père travaillait au champ, l'enfant que j'avais bercé malgré les fièvres, les cauchemars et les terreurs particulières qui accompagnent l'aîné. « Bonjour, maman », dit-il en m'embrassant sur la joue avec l'efficacité d'un rituel. Sa femme Sylvie le suivit, le sourire éclatant et creux comme celui d'un mannequin de grand magasin. « Bonne fête des mères », dit-elle en tendant un petit bouquet de fleurs, des œillets de supermarché, encore dans leur pochette plastique. Le genre de fleurs qu'on attrape quand on se souvient soudain d'une obligation. Je les remerciai, bien sûr. Je mis les fleurs dans l'eau, offris du café, demandai des nouvelles des petits-enfants. La danse habituelle que nous exécutions depuis des années, cette chorégraphie minutieuse de l'entretien de la famille. « Où sont les petits » demandai-je, même si je connaissais la réponse. Ils étaient assez grands maintenant, 16 et 14 ans, pour avoir leur propre vie, leur propre priorité du dimanche matin, sans compter la visite chez grand-mère. Ils avaient des projets, dit Pierre en s'installant dans ce qui avait été le fauteuil de son père. Tu sais comment c'est. Je savais comment c'était. Je savais que j'allais devenir l'obligation, la visite de service, la case à cocher pour qu'ils puissent dire qu'ils avaient fait leur part. Mais je n'étais pas préparé à la suite. Pierre sortit son téléphone, parcourut ce qui semblait être des annonces immobilières et le posa sur la table entre nous. Maman, Sylvie et moi avons discuté. Du terrain. Le terrain. Mon terrain. Les 12 hectares que mon mari Claude et moi avions achetés quand Pierre était bébé, quand nous rêvions de construire quelque chose de durable, quelque chose à transmettre. Les champs où nous cultivions nos légumes, le verger où les enfants jouaient, le petit vignoble qui avait fait la fierté de Claude. Nous pensons qu'il est temps de le développer, poursuivit Pierre, sa voix prenant ce ton professionnel qu'il utilisait à son agence d'assurance. Les prix de l'immobilier sont en hausse, et il y a un promoteur qui s'intéresse à la construction de maisons de vacances. On pourrait bien se faire une belle somme. J'ai senti un pincement au cœur. Nous? Eh bien, évidemment, on s'occuperait de toute la paperasse, de toutes les formalités. Tu n'aurais plus à te soucier de rien. On s'occuperait de tout. Sylvie se pencha en avant, la voix mielleuse et condescendante. Ce serait tellement plus simple pour toi, maman. Tu n'aurais plus à te soucier de l'entretien de la propriété, et tu aurais de l'argent pour tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont j'ai besoin. Comme si j'étais un enfant à gérer, un problème à résoudre. Le terrain n'est pas à vendre, ai-je dit doucement. L'expression de Pierre changea, cet éclair d'irritation qu'il avait déjà manifesté, enfant, quand les choses ne se passaient pas comme il le souhaitait. Maman,
Sois pragmatique. Tu ne peux pas entretenir 12 hectares à ton âge. La maison est trop grande pour toi. Ce promoteur te propose une somme importante, 212 000 euros. C'est plus que ce que cet endroit vaudra jamais comme ferme. J'ai dit qu'il n'était pas à vendre. Mais pourquoi? La voix de Sylvie s'éleva légèrement, une véritable confusion s'installant. Tu n'en fais rien. Tu vis ici, tout simplement. Vis ici, tout simplement. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Je regardais mon fils, cet homme que j'avais élevé, et je vis un étranger. Quelqu'un qui regardait la terre où il avait appris à marcher, où son père lui avait appris à tailler la vigne, où nous avions enterré 3 générations de chiens de famille, et qui ne voyait que des marges bénéficiaires. Parce que c'est la mienne, dis-je. Pierre rit, un vrai rire, d'un rire dénué d'humour. Maman, soyons honnêtes. Tu as 73 ans. Qu'est-ce que ça change? Tu ne vivras pas éternellement. Le silence qui suivit fut assourdissant. Même Sylvie semblait mal à l'aise, comme si elle avait été témoin de quelque chose qu'elle n'était pas censée voir. Que as-tu dit? Demandai-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Je voulais juste dire, écoute, tu as fait ta part. Tu nous as élevés, tu as pris soin de papa jusqu'à sa mort. Mais maintenant, tu es juste, là, à prendre de la place. Cette terre pourrait être utile, pourrait avoir de l'importance. Je n'avais plus d'importance. Mon fils, l'enfant que j'avais porté dans mon corps, que j'avais nourri au sein, que j'avais protégé de toutes les souffrances du monde, venait de me dire que je ne comptais plus. Quelque chose s'est brisé en moi ce matin-là. Pas brisé, mais brisé, comme un os qui se cicatrise plus fort. Je pense que tu devrais partir, ai-je dit. Maman, ne dramatise pas. On essaie juste d'aider. Partez. Maintenant. Ils rassemblèrent leurs affaires avec la dignité blessée de ceux qui croient seulement aider, qui ne comprennent pas pourquoi leur générosité est rejetée. Pierre s'arrêta à la porte, le regardant avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. Réfléchis, Grec, maman. On ne va nulle part. Cette conversation n'est pas terminée. Mais c'était fini. Tout était fini. Après leur départ, je me suis assise dans ma cuisine et j'ai pleuré. Non pas les douces larmes de tristesse, mais les sanglots bruts et furieux de quelqu'un qui venait de réaliser qu'il avait disparu depuis des années sans même s'en rendre compte. J'ai repensé à la dernière décennie de ma vie. Les anniversaires où Pierre arrivait en retard et partait tôt. Les vacances où je cuisinais pendant des heures et faisais le ménage seul pendant qu'il regardait la télévision. Les fois où j'avais été hospitalisée et où Pierre semblait plus préoccupé par son emploi du temps que par ma santé. Je pensais à la façon dont j'étais devenue la gardienne d'une histoire familiale que personne ne voulait entendre, la créatrice de plats traditionnels que tout le monde mangeait sans commentaire, la grand-mère dont les histoires étaient interrompues par les téléphones et dont les conseils étaient balayés par des sourires condescendants. Quand étais-je devenue invisible? Quand avais-je cessé d'être une personne pour n'être plus qu'un problème à gérer? J'ai traversé ma maison, vraiment traversé, la voyant comme si c'était la première fois. Les photos au mur racontaient l'histoire d'une vie vécue pour les autres. Moi tenant des bébés dans mes bras, moi aux pièces de théâtre de l'école, moi en arrière-plan des réunions de famille. Toujours là, toujours au service, toujours au soutien. Mais où étais-je? Où était la femme qui avait rêvé de voyager, qui avait peint des aquarelles avant que les enfants et les responsabilités ne prennent son temps? Où était la femme qui avait des opinions, des désirs et une conscience d'elle-même qui existaient au-delà de son rôle d'épouse et de mère? Je me suis retrouvée dans le bureau de Claude, la pièce restée intacte depuis sa mort 3 ans plus tôt. Son bureau, ses papiers, son classeur avec tous nos documents importants. C'est là que je me suis souvenue. L'acte de propriété était à mon nom. À moi seul. Claude y avait insisté des années auparavant, pour une question d'avantages fiscaux et de droits de succession. S'il m'arrive quelque chose, avait-il dit, je veux que tu en aies le contrôle total. J'ai sorti l'acte et je l'ai tenu entre mes mains. Propriétaire, Marie Dubois. Pas, et son fils, pas, en fiducie pour la famille. Juste moi. Pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Le lendemain matin, j'ai appelé un agent immobilier. Pas le promoteur que Pierre avait mentionné, mais un autre, quelqu'un qui s'occupait de propriétés rurales et qui comprenait la valeur du terrain non seulement comme marchandise, mais aussi comme héritage. Je n'ai pas vendu au promoteur. Au lieu de cela,
J'ai trouvé une jeune famille, les Martin, qui cherchaient exactement ce que j'avais, un endroit où cultiver leur propre nourriture, élever leurs enfants avec de la terre sous les ongles et les saisons comme calendrier. Ils adoraient la maison, adoraient le terrain, adoraient les histoires que je leur racontais sur le poirier que Claude avait planté l'année de la naissance de Pierre, sur la petite grotte à flanc de colline où les enfants avaient joué aux pirates, sur le coin du jardin où nous avions dispersé les cendres de notre chien adoré, Biscuit. La vente s'est conclue rapidement. 212 000 €, exactement ce que le promoteur avait proposé. Mais cet argent serait à moi, pas à nous. À moi, et je pourrais en faire ce que je voulais. Je n'ai laissé aucune adresse de réexpédition. J'ai simplement emballé mes biens les plus précieux, la photo de Claude et moi le jour de notre mariage, le chapelet de ma grand-mère, les quelques livres que je n'avais jamais eu le temps de lire, et j'ai emménagé dans un petit appartement à Avignon. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais anonyme. Personne ne me connaissait comme la mère de Pierre ou la veuve de Claude. J'étais juste Marie, une femme de 73 ans qui nourrissait les pigeons dans le parc et achetait des portions individuelles au marché, sans rendre de compte à personne. Je m'achetais des choses que je n'aurais jamais cru mériter. Un fauteuil confortable, rien que pour moi. Les livres que j'avais toujours voulu lire. Un petit chevalet et des aquarelles. Je suivais des cours au centre communautaire conversation italienne, poterie, tai chi dans le parc avec un groupe de femmes qui sont devenues mes amies sans connaître mon histoire. J'étais invisible d'une toute autre manière maintenant. Non pas effacé, mais privé. Non pas rejeté, mais libre. 3 mois plus tard, Pierre m'a retrouvé. J'étais dans mon petit jardin, juste quelques pots sur un balcon, mais à moi, quand j'ai entendu sa voix depuis la rue en contrebas. Il discutait avec quelqu'un au téléphone, sa voix portait le même ton irrité que j'avais entendu ce matin de la fête des mères. Je ne comprends pas comment elle a pu disparaître comme ça. Elle a 73 ans, bon sang. Où va une femme de 73 ans? Je l'observais depuis ma fenêtre tandis qu'il parlait à mon ancienne voisine, Madame Rousseau, qui prenait visiblement plaisir au drame de la situation. Elle fit un grand geste, haussa les épaules de cette manière si française qui signifiait « Que pouvez-vous faire ?» Une partie de moi voulait me retirer, me cacher jusqu'à son départ. Mais je me cachais depuis des années, n'est-ce pas? Cachant ma déception, mes besoins, moi-même. Au lieu de cela, je suis descendu. Pierre. Il se retourna, et je lus un soulagement sincère dans ses yeux. L'espace d'un instant, je me suis souvenu du petit garçon qui courait vers moi quand il était blessé, qui avait cru que je pouvais tout arranger. Maman. On t'a cherché partout. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu déménageais? On était morte d'inquiétude. Et toi? Pensais-je, mais je ne dis rien. Étais-tu inquiète pour moi, ou inquiète des complications que ma disparition pourrait entraîner? J'avais besoin de changement, dis-je simplement. Mais la maison, le terrain, qu'est-il arrivé au terrain? Je l'ai vendu. Son visage afficha plusieurs expressions, confusion, incrédulité, colère. Tu l'as vendu? À qui? Et le promoteur? Et nos plans? Ce n'étaient pas mes plans, Pierre. C'étaient les tiens. Mais c'était notre héritage. C'était censé être pour la famille. Je suis la famille, dis-je. J'étais la famille. Et j'ai décidé de ce qui était le mieux pour moi. Il me fixa comme si j'étais devenue une étrangère. Peut-être l'étais-je. Maman, tu ne peux pas prendre des décisions comme ça sans nous consulter. Nous sommes ta famille. On tient à toi. Et toi, demandai-je. Où est-ce que tu te soucies de ce que je peux t'apporter? La question resta suspendue entre nous comme un pont qu'aucun de nous ne voulait franchir. Ce n'est pas juste, dit-il finalement. Juste? Je rigolai, et ce son me fit du bien, ce son venant du plus profond de moi. Pierre, depuis 10 ans, tu viens me voir par obligation. Tu prends de mes nouvelles comme si j'étais une corvée sur ta liste de choses à faire. Tu as oublié mon anniversaire l'année dernière, et l'année d'avant. Tu as amené tes enfants me voir exactement 4 fois ces 2 dernières années. Quand j'ai eu une pneumonie, tu m'as envoyé des fleurs au lieu de venir me voir. Et pour la fête des mères, tu m'as dit que je ne comptais plus. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Comment voulais-tu dire ça? Il ouvrit la bouche, la referma. Pour une fois, mon fils,
qui s'exprimait si bien, resta muet. Je t'ai élevé pour que tu sois un homme bien, continuai-je. Je pensais avoir réussi. Mais les hommes bien ne traitent pas leur mère comme des meubles qu'on déplace à sa guise. Les hommes bien ne disent pas à leur mère qu'elle ne compte plus. Et maintenant, demanda-t-il, et j'entendis dans sa voix quelque chose que je n'avais pas entendu depuis des années, l'incertitude, la vulnérabilité. Qu'est-ce qui nous arrive? Ça dépend de toi, dis-je. Tu sais où j'habite maintenant. Tu connais mon numéro de téléphone. Si tu veux faire partie de ma vie, ma vraie vie, pas seulement mes obligations, tu es la bienvenue. Mais je ne serai plus dirigé. Je ne serai pas renvoyé. Je ne serai plus invisible. Et si je ne le fais pas, si on ne peut pas, alors tu auras fait ton choix. Et j'aurai fait le mien. Nous étions là, sous le soleil de l'après-midi, mon fils et moi, à nous regarder à une distance qui n'avait rien à voir avec la géographie. J'ai besoin de réfléchir, dit-il finalement. Je sais que toi, tu y réfléchis. Il s'apprêtait à partir, puis se retourna. Maman, es-tu heureuse? La question me surprit. Quand m'avait-on posé cette question pour la dernière fois? Quand m'étais-je même posé la question pour la dernière fois? J'apprends à l'être, dis-je. J'apprends que le bonheur ne se gagne pas par le sacrifice. C'est quelque chose qui se crée par le choix. Il hocha la tête, même si je ne suis pas sûr qu'il ait compris. Pas encore. Après son départ, je me suis préparé une tasse de thé et me suis assis dans mon fauteuil confortable, et j'ai réfléchi au choix possible. Au choix de tout donner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Au choix de croire qu'aimer signifie s'effacer pour les autres. Au choix de se réveiller un jour et de décider qu'on compte aussi. J'ai pensé à mes amies d'Avignon, des femmes qui avaient aussi appris sur le tard qu'elles étaient bien plus que les rôles qu'elles avaient joués. Françoise, qui avait commencé à peindre à 75 ans et vendait désormais ses œuvres dans des galeries locales. Michel, qui était parti seul au Maroc à 80 ans et en était revenu avec des histoires qui nous faisaient rire aux larmes. Brigitte, qui avait appris à utiliser un ordinateur et qui, maintenant, appelle ses arrière-petits-enfants au Canada chaque semaine par vidéo. Nous étions toutes des femmes invisibles qui avions choisi de redevenir visibles, pas nécessairement pour nos familles, mais pour nous-mêmes. Nous avions découvert que l'invisibilité pouvait être un super-pouvoir si on le choisissait, plutôt qu'une prison si on la choisissait pour soi. Je ne sais pas ce qui arrivera à Pierre. Peut-être apprendra-t-il à me voir comme plus que sa mère, comme une personne avec ses propres rêves, ses déceptions et ses joies tenaces. Peut-être pas. Peut-être trouverons-nous un moyen de construire quelque chose de nouveau ensemble, ou peut-être resterons-nous de polis inconnus partageant notre ADN et nos cartes de vœux. Mais je sais une chose, je ne serai plus jamais invisible à mes propres yeux. Je ne confondrai plus jamais être nécessaire avec être aimé, ni me sacrifier pour une relation. Je ne laisserai plus jamais personne me dire que je ne compte pas. Certains matins, je me réveille, l'espace d'un instant, je panique. Où suis-je? Que suis-je censé faire? Qui suis-je censé être? Et puis je me souviens, je suis Marie. J'ai 73 ans. Je nourris les pigeons au parc. Je peins des aquarelles que personne ne verra jamais, sauf moi. Je lis des livres qui me font réfléchir et j'en discute avec les auteurs que je garde en tête. J'ai des amis qui connaissent mes opinions sur tout, de la politique à la poésie. Je compte pour moi. C'est suffisant. C'est plus que suffisant. Parfois, tard le soir, je repense à ce matin de la fête des mères, à cette femme assise dans sa cuisine à préparer du café pour des gens qui la considéraient comme une gêne. Je la plains, cette femme qui avait oublié qu'elle était plus que son service aux autres. Mais je lui suis aussi reconnaissante. Car sa douleur a été mon éveil. Son invisibilité est devenue ma liberté. J'ai vendu la ferme, oui. Mais j'ai acheté quelque chose de plus précieux, moi-même. Et vous savez quoi? À 73 ans, je ne fais que commencer. Si vous vous êtes retrouvé invisible dans votre propre vie, rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour vous réapproprier votre identité. Votre histoire n'est pas terminée, elle commence juste un nouveau chapitre. Et vous en êtes l'auteur.